Donc je me présente, Solène Guillot, je suis ergonome à la PST 37, le service de santé au travail. Donc on intervient pour notamment le suivi, on est connu pour ça, notamment le suivi des salariés, l'état de santé, mais on a aussi d'autres missions qui sont notamment le maintien en emploi et une partie désinsertion professionnelle, prévention de la désinsertion, donc éviter la rupture professionnelle. Voilà, donc on est une équipe pluridisciplinaire. On a l'équipe médicale, l'équipe médicale, donc avec le médecin, les infirmiers, secrétaires médicales. Mais on a aussi des préventeurs, donc psychologues du travail, ergonomes, assistants sociaux, toxicologues, voilà, un certain nombre de métiers. J'en ai oublié, mais donc voilà, donc on a plein d'actions à proposer aux entreprises et aux salariés que l'on suit. Alors bonjour à tous, moi je suis Ève Louvain, je suis assistante sociale CARSAT. Bonjour, donc Nora Chalal, la responsable du service social de la CARSAT. Nous avons principalement, deux missions. Donc la prévention de la désinsertion professionnelle, où on va accompagner les assurés en risque d'inaptitude. Donc on va les accompagner quand il s'agit effectivement soit réfléchir sur un aménagement de poste, soit réfléchir sur une reconversion professionnelle quand le retour au poste n'est plus possible. Et puis, on a également la mission sécuriser le parcours en santé, où là, on va accompagner principalement des assurés atteints de pathologies lourdes. Notre public va concerner les assurés du régime général, les travailleurs indépendants, avec une problématique de santé, puisque nous sommes un service spécialisé en santé. Et lorsque la maladie, qu'elle soit professionnelle ou non, impacte l'environnement social et familial. Nous sommes une équipe de 12 assistants sociaux qui interviennent sur l'ensemble du département de l'Indre-et-Loire, avec la possibilité de recevoir les assurés sur des lieux de permanence qui couvrent donc l'Indre-et-Loire, ou bien la possibilité, quand la personne n'a pas la possibilité de se déplacer pour des raisons médicales, nous pouvons faire des visites à domicile. Nous sommes de service social CARSAT avec des missions principalement donc, de la Caisse nationale d'assurance maladie. Et je vais passer le micro donc à Jacques. Non, à moi. Bonjour, Séverine Martins-Marquez. Je suis chef de service à Cap Emploi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Cap Emploi, on est une association où on va toujours prendre en compte des services qui sont liés entre l'emploi et ce qu'on appelle le handicap. Parce qu'effectivement, certains soucis de santé vont amener la personne à être en situation de difficulté, notamment dans son emploi, pour la reprise de son emploi, et donc du coup, ou même des fois pour la recherche d'un emploi. Donc on va accompagner les personnes qui désirent, qui souhaitent, en tout cas qui sont en voie de déposer un dossier ou d'être reconnus travailleurs handicapés, ce qui nous permettra effectivement de nous d'intervenir, de pouvoir les aider à aménager le poste, l'objectif étant du maintien dans l'emploi, à réfléchir sur une reconversion professionnelle quand il y a un risque d'inaptitude aussi. Et puis, on va aider les personnes qui sont demandeurs d'emploi, pareil, en fonction de la compensation, du besoin de rétablissement qu'ils peuvent avoir, d'essayer d'accepter en fait les difficultés. Parfois, effectivement, ils ont été licenciés pour une aptitude, donc ça veut dire qu'il faut des fois repenser le métier, tout en acceptant le handicap avec les limites que ça peut faire, même si on est bien d'accord que c'est surtout l'environnement en fait du métier et des activités qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, à peu près. Donc nous, c'est tout ça qu'on va accompagner, toutes ces personnes-là. Merci. Bonjour, moi c'est Elsa Mollard, assistante sociale du travail à la PST 37. Donc je fais partie de l'équipe pluridisciplinaire dont a parlé ma collègue tout à l'heure. Donc nous, on reçoit les salariés sur orientation du médecin du travail ou de l'IDEST, donc infirmiers, infirmières, en santé au travail. Et donc, on va recevoir les salariés pour des problématiques personnelles, des problématiques liées au travail et des problématiques de santé. Bonjour, je suis Jacques Patillot, médecin du travail à la PST 37 et pilote de la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle. Dans ce parcours de retour à l'emploi après un cancer et le plus souvent un arrêt de maladie très long, je vais vous faire part de quelques données générales qui sont vraiment importantes et qui vont sous-tendre toutes nos actions durant ce parcours. Ce retour à l'emploi concerne
deux personnes, le salarié et l'employeur, qui ont une caractéristique commune, qui sont très inquiètes toutes les deux. Le salarié se demande, qui a été en arrêt depuis un an et demi, se demande comment est son poste de travail. Est-ce qu'il a changé? Est-ce que sa direction a changé? Son manager est-il le même? Est-ce que son équipe est toujours la même? Il n'en sait rien. Son employeur, c'est pareil. Il se demande, ce salarié qui est en arrêt depuis 18 mois, des fois le manager a changé, il ne l'a jamais vu. Il a mis un remplaçant pour remplacer le salarié en arrêt. Qu'est-ce qu'il va faire au retour? Il ne sait pas quelles vont être les capacités. Il ne sait pas quand le salarié va revenir. Tout le monde est très inquiet. La question, est-ce que le salarié, le patient qui va reprendre le travail, est-ce qu'il va être le même qu'avant son cancer? La réponse est non, il ne va pas être le même. Pourquoi? Premièrement, à l'annonce du cancer, le patient prend un gros coup de massue sur la tête. Vous avez un cancer, boum. Il est opéré, on analyse la pièce opératoire, compte rendu chez le chirurgien. Madame, monsieur, l'analyse anatomopathologique est de mauvais pronostic. Boum, deuxième coup de massue. On commence des traitements, des examens, troisième consultation. Madame, monsieur, les examens montrent qu'il y a des métastases. Bon, troisième coup de massue. Ça, on n'y peut rien. C'est la maladie, mais on peut éviter le quatrième coup de massue qui serait dû à un retour à l'emploi mal préparé. Et toute notre action vise à bien préparer ce retour à l'emploi. Avec 4 idées principales. Il faut l'anticiper, parce que ça prend du temps. Il faut garder le contact avec l'employeur pour qu'il sache à qui s'adresser, et si c'est un nouveau manager, qu'il sache comment est ce salarié. Un point important aussi, entre autres, c'est la visite de pré-reprise à la médecine du travail qui, avec l'autorisation du salarié, le médecin va pouvoir dire à l'employeur qu'il va falloir qu'il aménage un poste ou des horaires parce qu'il ne va pas faire ça du jour au lendemain. Il faut lui laisser le temps de s'organiser. Et un point qui est souvent oublié, un quatrième, c'est que l'employeur, lorsque l'aménagement impacte le travail des collègues, il faut qu'il prépare les collègues. Sinon, le salarié à son retour du travail va se retrouver isolé et ça va mal se passer. Donc, nous, on va tout faire pour que tout ça se passe bien. À qui je passe le micro? Très bien. Donc, du coup, Jacques a déjà abordé quelques éléments qu'on va voir dans le cas pratique. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un exemple parce qu'il peut y avoir plein de situations différentes avec plein de dispositifs différents. On travaille en partenariat, donc voilà, parfois on fait les mêmes missions. Donc là, c'est vraiment un exemple qu'on vous montre d'une personne atteinte d'un cancer. Donc, parfait. Donc là, on a Madame Eva Pabien, donc, qui a 50 ans, célibataire sans enfant. Au niveau de son poste de travail, elle est agent polyvalente dans un commerce de bricolage. Elle a une ancienneté de 2 ans. C'est un bon élément qui aime son métier et qui est reconnu par sa hiérarchie. Elle a actuellement fait une demande de RQTH, donc reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et donc la problématique, elle a un cancer du sein. Au niveau du suivi médical, donc elle a eu une opération avec un curage. Elle a eu de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Et aujourd'hui, elle est en rémission sous hormonothérapie. Au niveau du contexte professionnel, donc cette salariée, elle est en arrêt depuis 18 mois à temps plein. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, comme souvent la plupart des salariés, elle s'inquiète de sa reprise avec notamment les tâches à exécuter, notamment le port de charge, puisqu'effectivement elle a un poste qui est agente polyvalente dans un commerce de bricolage, donc ça peut être compliqué à la reprise. Alors, donc nous, le service social de l'assurance maladie, de la CARSAT, mais aussi de l'assurance maladie, on va être amené à vous contacter, soit par le biais de la CPAM, pour les gens qui sont en arrêt en tout cas, par le biais de la CPAM qui nous envoie des listes, soit par les médecins traitants qui nous orientent aussi les patients. Donc le service social vous accueille, on est là pour faire avec vous une évaluation globale de vos besoins.
sur toutes les sphères de la vie de l'individu, aussi bien familiale que professionnelle, économique. Donc on va s'intéresser, nous, de très près à l'arrêt. Déjà, on va vous expliquer ce que c'est qu'un arrêt de travail, les différents rôles de chaque médecin, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui entrent en compte. Et puis, on va vous accompagner tout au long de l'arrêt. Voilà. Donc on va être amené à orienter vers nos partenaires. On est tous des partenaires, on travaille tous en symbiose. Donc vous allez, dans votre parcours d'assuré en arrêt de travail, être amené à avoir différents partenaires. Des fois, on fait des choses qui sont un peu redondantes, mais en général, on se complète plutôt. Voilà, donc à la fin du débat, on pourra répondre à vos questions, bien sûr. Une petite précision. Donc là, dans le cas de la salariée qui est en arrêt depuis 18 mois, c'est le médecin traitant qui, du coup, a orienté la salariée vers le service, vers les assistantes sociales de l'assurance maladie. Voilà. Voilà, donc comme l'a dit Ève, il y a différentes portes d'entrée pour que vous puissiez nous contacter. Donc il y a le 3646 bien sûr, mais vous pouvez en parler à votre médecin traitant qui peut aussi également vous orienter vers notre service. Nous envoyons un courrier de mise à disposition pour tous les assurés du régime général qui sont en arrêt de travail. Donc dans les 90 jours d'arrêt de travail, vous allez recevoir le courrier à domicile. Et puis on a aussi un parcours dit attentionné pour les travailleurs indépendants, pour les bénéficiaires de l'invalidité avec employeur, où une secrétaire du service social va prendre le temps d'appeler l'assuré en arrêt de travail pour lui proposer un rendez-vous et un accompagnement avec un assistant social de notre service. Donc voilà, dans la situation que vient de vous évoquer Solène, donc le médecin traitant nous a orienté l'assuré, il a été reçu, on a fait un point, une évaluation globale de sa situation, et puis systématiquement quand on reçoit l'assuré, on va l'orienter vers les services de prévention et de santé au travail, que ce soit l'APST 37 ou Santé BTP pour tous les salariés du bâtiment. Et puis c'est là où effectivement je repasse le micro vers les services de santé au travail, puisque nous allons orienter vers une visite dite de pré-reprise. Alors à quoi sert cette visite de pré-reprise qui se situe pendant l'arrêt de travail? Elle sert à évaluer quelles sont les capacités du salarié, dans quel délai on pense qu'il pourrait reprendre. Si les délais sont vraiment très longs, on préfère le revoir un mois avant la reprise, de manière à avoir une idée plus précise de ses capacités, des aménagements techniques ou d'horaires ou organisationnels qu'il faudrait faire. Et dans ce cas, avec l'autorisation du salarié, on quand même prévient l'employeur qui s'attend à avoir des aménagements d'horaires ou des aménagements techniques, de manière à lui laisser le temps de s'organiser. Donc, dans ce cas, effectivement, c'est ce qu'il a été fait. La personne a fait sa visite de pré-reprise. Elle a remonté ses inquiétudes, notamment sur ses difficultés à reprendre son poste et de voilà comment reprendre un petit peu contact. Donc, je voulais juste revenir, Jacques, peut-être de dire qui peut solliciter justement cette visite de pré-reprise. Cette visite de pré-reprise peut être demandée par le médecin traitant, par le patient, par le médecin de la sécurité sociale, par le médecin du travail, à condition que le médecin du travail soit au courant que le salarié est en arrêt. Voilà, mais ce qui est important, c'est aussi de dire que voilà, c'est vous qui pouvez solliciter cette visite, justement. C'est à vous de reprendre aussi un petit peu ce contrôle, de se dire, bah voilà, quand on disait s'informer, mais c'est aussi anticiper. Et c'est ce qui est très important pour une reprise au travail, c'est vraiment d'anticiper. Donc dans notre cas, en tout cas, au regard des difficultés, il a été conseillé à la personne de faire du coup une demande de RQTH, donc reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, où le service social de la PST a très bien aidé la personne à monter son dossier. Et du coup, l'a orienter vers Cap Emploi, puisque Cap Emploi peut accompagner les personnes qui sont reconnues, qui sont en voie de l'être ou qui souhaitent déposer un dossier. Donc voilà. Ainsi, on l'a reçu, on a été voir l'accord de son employeur, on a été voir sur son poste ce qu'elle faisait, on lui a demandé ses difficultés.
Et du coup, on s'est dit, bon, ok, on va devoir essayer de tester des choses pour voir si ça marche ou pas, parce que dans la théorie, tout marche bien, dans la pratique, pas toujours. Donc voilà. Donc là, du coup, on s'est dit, bah tiens, on va proposer de mettre en place un essai encadré. L'essai encadré, c'est quoi? C'est quand la personne est encore en arrêt, elle est encore indemnisée par la CPAM, elle a donc des indemnités journalières, et en fait, elle peut revenir sur son poste pour tester son poste, tester des aménagements aussi. C'est sur 14 jours renouvelable, et c'est un dispositif du coup qui peut être conseillé par plusieurs partenaires, mais qui doit être à la fin validé quand même par la CPAM, l'assurance maladie, le CARSAT. Oui, je rebondis parce qu'effectivement, c'est un dispositif assurance maladie. Comme le dit Séverine, le dossier, donc, il peut être travaillé et préparé par un partenaire, et le dossier repassera par le service social de façon à ce qu'il soit validé. Et comme l'essai encadré se déroule durant l'arrêt de travail, il nous faudra également l'accord du médecin conseil. Donc dans la situation qu'on vous a présentée aussi, on vous a parlé du temps partiel thérapeutique. Je voulais revenir là-dessus, puisque c'est le médecin traitant qui va prescrire le temps partiel thérapeutique, et c'est lors d'une visite de pré-reprise que le médecin du travail en fait va organiser le temps de travail avec le salarié. Et c'est dans ce temps partiel thérapeutique, effectivement, que la rencontre avec Cap Emploi va s'organiser pour la préparation de l'essai encadré. Et je te redonne la parole pour la suite. En fait, elle vous a fait un petit teasing. Parce que c'est d'abord l'essai encadré avant la reprise à temps partiel thérapeutique. Mais bon, c'est pas grave. D'accord. Donc en fait, effectivement, dans ce cas, avec l'essai encadré, on va mettre en place du matériel, notamment un transpalette électrique autoporté, enfin voilà, autoporté surtout, parce que c'était ça, la personne avait du mal du coup à tirer le transpalette pour mettre en rayon. Donc l'objectif, c'est qu'on fait un essai encadré, donc elle est toujours rémunérée sous ses IJ. Donc pour l'employeur, ça ne change pas grand-chose en tout cas. Si par exemple, elle paye quelqu'un qui remplace la personne en CDD, elle peut encore garder la personne, puisque du coup, il n'y aura pas de double emploi, et elle ne perd pas aussi tous les avantages qu'elle peut avoir en fonction de si elle est en longue maladie ou autre. C'est vraiment, elle reste en arrêt, mais c'est juste pour tester. Donc elle vient, elle teste. Ça nous permet aussi de voir une reprise progressive, c'est-à-dire que la durée peut commencer des fois par demi-journée, des fois 2 heures, avec des jours de repos s'il faut. Et voilà, comme ça permet de tester et de reprendre plus facilement. Donc dans notre cas, effectivement, elle a repris. On a réussi, du coup, on s'est dit, les tests qu'on a faits ont marché. Elle arrivait à tenir son poste. Mais par contre, en termes de fatigabilité aussi, c'était un petit peu compliqué. Et à la fin de journée, elle n'arrivait pas trop à dépasser les 50%. Donc on a d'abord préconisé, validé avec le médecin traitant et le médecin du travail sur le fait de reprendre un temps partiel thérapeutique à 50% le matin. Et aussi, du coup, je voulais juste revenir aussi avant la visite de pré-reprise. Vous avez, depuis la loi du 2 août 2021, l'employeur a aussi l'obligation de vous proposer un rendez-vous de liaison que vous êtes en droit de refuser, mais il est obligé de vous le proposer. Et justement, le rendez-vous de liaison, ça va servir à reprendre contact avec votre employeur quand parfois, on ne sait pas comment, ni lui ni vous, parce que lui, il se dit qu'en termes de droit, s'il vous contacte, ça peut être considéré comme du harcèlement. Donc, ils sont déjà un peu, il faut vous dire qu'ils sont perdus aussi. Donc, l'objectif là, c'est de se dire, légalement, en un instant, on peut vraiment discuter ensemble, échanger et envisager la reprise. Et c'est là où justement, il peut aussi vous présenter, nous, comme des différents interlocuteurs. Et comme ça vous permet aussi à vous de voir les difficultés, s'il y a des choses qui ont changé, ça reprend contact, ça permet de revoir ce qu'on peut faire et d'anticiper ce qu'il y aura à mettre en place. Notamment, là, si vous lui parlez des accompagnements Cap Emploi, des accompagnements CEPAD CARSAT CEPAM, aujourd'hui ça ne veut pas, de la PST, donc des services de santé au travail ou autres, ils pourront vous présenter un peu les différents dispositifs. Et puis aussi, c'est un moment pour vous pour dire, moi j'ai envie de reprendre. Alors, vous étiez peut-être pas prêt le jour du rendez-vous de liaison, pas forcément, mais de se dire qu'au moins, il va falloir, quand vous souhaitez reprendre, anticiper. Et qu'on ne peut pas toujours faire ça du jour au lendemain. Même pour vous, quand vous êtes en arrêt pendant longtemps, la reprise, rien que de reprendre un rythme classique,
avec le réveil, pas toujours évident. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent se mettre en place. Donc dans notre cas, il y a le temps partiel thérapeutique qui a été mis en place. Et malheureusement, à 50%, il y a eu un échec. On n'a pas réussi à... Je voudrais vous reparler encore du rendez-vous de liaison. Je vous avais parlé au début de garder le contact, c'est très important. Auparavant, l'employeur n'avait pas le droit de contacter le salarié en arrêt de travail, ça lui était interdit. Donc c'est pour ça qu'on arrivait à des situations où au bout de 18 mois d'arrêt, personne n'avait contacté l'un ni l'autre. Et ce rendez-vous de liaison, l'employeur doit le proposer au salarié après 30 jours d'arrêt. C'est pas un rendez-vous médical. C'est un rendez-vous, il doit proposer ce rendez-vous de liaison. Le salarié est en droit de le refuser. Mais s'il est accepté, le service de santé au travail peut assister à ce rendez-vous de liaison. Il est surtout destiné à présenter au salarié tous ses droits, en particulier le droit qu'il a de demander à voir le médecin du travail, sans passer par l'employeur. Voilà. Excuse-moi. Pas de souci. C'est pour ça qu'on travaille tous ensemble. Donc voilà. Donc elle a repris un temps partiel thérapeutique et puis on a tenté de reprendre aussi à 80%. Et là, on a vu qu'il y avait un échec de la reprise à 80% et un retour à 50%. Et on voyait que, au regard de l'état de santé de la personne, de ce qui se passait, on voyait difficilement une reprise à temps plein. C'est pourquoi on a ensuite évoqué, avec les services de santé et la CARSAT, les cellules PDP et les médecins conseils, la possibilité de mettre en place une pension d'invalidité. Je vais laisser Nora vous l'expliquer. Alors, ce n'est pas Nora qui va vous l'expliquer, c'est plutôt l'assistante sociale parce qu'elle a plus l'habitude effectivement d'accompagner les assurés dans le cadre de la mise en place de l'invalidité. Donc l'invalidité, c'est un vaste sujet. Je ne vais pas tout vous développer là, vous allez vous endormir. Mais pour vous donner les grandes lignes. Donc l'invalidité, elle arrive quand ? Alors d'abord, elle est décidée par le médecin conseil. Il faut qu'il y ait un accord du médecin conseil de la CPAM. Elle est là lorsque l'état de santé est dit stabilisé. Stabilisé, c'est pas guéri. C'est lorsqu'il y a des séquelles, mais qu'on a eu quand même tous les soins possibles par rapport à sa pathologie et que donc voilà, la personne ne va pas pouvoir reprendre à temps plein à l'identique son travail. Le temps partiel thérapeutique a échoué, donc il va falloir envisager d'aménager justement son poste et en termes d'horaire. Donc l'invalidité, il y a 3 catégories. La première catégorie, c'est lorsqu'on peut travailler à temps partiel. Donc en général, on situe entre 50 et 60% d'un temps plein. Et la deuxième catégorie, c'est lorsqu'on ne peut plus du tout travailler. La troisième catégorie, j'en parlerai pas ici parce que c'est pas du tout le sujet. Donc la première catégorie, c'est ce qui va vous concerner certainement la majorité d'entre vous lorsqu'il y a un échec à la reprise, bien sûr, du poste. Donc c'est une pension qui est calculée sur le relevé de carrière. Donc on prend les 10 meilleures années et c'est 30% de la moyenne des 10 meilleures années de salariat. Voilà. À ça s'ajoute la prévoyance employeur lorsqu'il y en a une et le salaire que vous allez dégager en travaillant à temps partiel. Donc pour le passage en invalidité, c'est très important de nous voir, de nous contacter parce qu'on est spécialisé dans la santé et on est tout à fait à même de vous accompagner sur ce cheminement qui n'est pas évident de passer comme ça d'invalidité puisque en fait, si vous voulez, le médecin conseil, à tout moment de l'arrêt, peut vous proposer un passage en invalidité lorsqu'il voit que les soins ne suffisent pas à vous permettre de vous rétablir totalement et que vous avez des séquelles. La catégorie 2, je l'évoque quand même, c'est lorsque le médecin conseil considère que vous n'avez plus de capacité de travail du tout. On en voit quand même en catégorie 2 qui travaillent. Oui, donc c'est le médecin conseil qui estime que vous n'avez plus de capacité de travail sur le marché du travail, mais le Code du travail, bien sûr, vous permet de travailler. Donc ça permet aux plus fragiles, aux plus fatigués, de toucher une pension qui là va être de 50% de la moyenne des 10 meilleures années de salariat sur le relevé de carrière, et soit de travailler à minima, soit de ne plus travailler, soit même de reprendre une activité à temps plein lorsque la personne s'en sent capable. La pension d'invalidité, ce qu'il faut bien retenir, elle est provisoire, ça c'est la loi qui le dit, puisqu'elle peut toujours évoluer, mais en tout cas, elle s'adapte à votre activité. Il n'y a rien de définitif, même si, parce qu'on voit des gens des fois qui sortent de chez le médecin conseil complètement déroutés parce qu'on leur a annoncé une catégorie 2, ce n'est pas la fin de la carrière.
Hein, donc on peut tout à fait travailler avec une catégorie 2 même à temps plein pendant quelques années parce qu'on s'en sent encore la force, etc. Et revenir ensuite à un arrêt du travail. La pension va s'adapter en fonction de vos déclarations de ressources. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, n'hésitez pas à venir vers le service social de l'assurance maladie pour évoquer tous ces points. Je voulais rebondir sur ce que tu disais. Effectivement, la prévoyance en entreprise, c'est important parce qu'on n'y pense pas toujours. Ils peuvent proposer aussi des choses. Alors, elles sont différentes en fonction de chaque entreprise. Voilà, je ne peux pas vous dire à quelle prévoyance votre entreprise est rattachée ou pas, mais c'est là aussi où c'est bien, c'est qu'effectivement, il faut se renseigner de ce qu'elle propose aussi, parce que même en termes d'aménagement ou de prise en charge de soins ou d'ateliers, de remobilisation, de choses comme ça, je sais que des fois, il y en a qui proposent certaines choses. Et notamment, effectivement, pour les pensions d'invalidité, c'est très important parce que parfois, le financier, c'est pas évident. Donc, de pouvoir effectivement avoir une pension d'invalidité, c'est bien. Mais parfois, par exemple, la première, où ça correspond environ 30% du salaire, diminuer votre temps de travail de 30%, c'est bien. Parfois, par contre, la pathologie fait que c'est compliqué quand même. Et c'est là où, des fois, la prévoyance peut intervenir en plus pour vous permettre de un peu plus réduire votre temps de travail. Et même pour la catégorie 2, il y a des gens du coup qui ne travaillent plus, considérés en pension d'invalidité catégorie 2, mais qui touchent grâce à la prévoyance et la pension d'invalidité à peu près ce qu'ils avaient comme salaire sur les 10 dernières années ou quoi que ce soit. Et s'ils veulent s'occuper, après on leur dit dans ces cas-là de plus reprendre des activités de bénévolat ou autre, au cas où, pour voir. Non, parce que si vous reprenez un travail, ça arrête votre prévoyance. C'est ça qu'il faut faire attention. Donc voilà, mais c'est un dispositif qui est important. Ça la suspend, mais pas toujours. La prévoyance, non, c'est d'entreprise. Donc si tu reprends un travail dans une autre entreprise, au bout d'un moment, ça s'arrête du coup. Oui, dans une autre entreprise. Pardon, je n'avais pas bien expliqué, c'est vrai. Sur notre cas, on arrive au bout où il y avait... Oui, Solène. Je pense qu'on arrive au bout. Moi, j'ai juste rajouté une petite chose, un petit complément. Pas d'inquiétude si vous n'avez pas de statut de RQTH, parce que là, du coup, notre cas, la personne a une RQTH, mais du coup, les services de santé au travail peuvent vous accompagner aussi. Donc, par exemple, on a une équipe d'ergonomes qui peuvent aussi mettre en place, par exemple, en tout cas, être là pour le laisser encadrer, pour faire des études de poste, etc., en vue d'aménager votre poste. Donc voilà, pas d'inquiétude. Dans tous les cas, de toute façon, vous serez accompagné. Voilà. Reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Je te laisse plus en parler. Donc en fait, c'est délivré par la MDPH, Maison départementale des personnes en situation de handicap. C'est vraiment une reconnaissance qui permet de dire que c'est votre état de santé avec l'environnement de travail et les activités, ça crée une problématique et des difficultés. Donc, ça fait qu'effectivement, au quotidien, parce que je vous dis ça, je précise ça, parce que le nombre de fois où on vient me voir et on me dit « mais je ne suis pas handicapée », moi je dis « oui, pas de souci, c'est pas vous qui êtes handicapé, c'est votre environnement de travail et le travail que vous réalisez qui crée des difficultés ». C'est vraiment ça, en fait, ce que nous, on va appeler RQTH. Ce n'est pas la seule reconnaissance qu'il y a, c'est la plus connue. Mais effectivement, il y a ceux qui sont pensionnaires d'invalidité, ceux qui ont eu un accident du travail ou une maladie professionnelle avec plus de 10% et une rente. Enfin, voilà, il peut y avoir d'autres choses, mais la plus connue, ça reste ça. Ce qui va différencier les accompagnements, donc comme vous le disiez mes collègues, c'était de se dire qu'effectivement, c'est pas parce que vous n'avez pas d'RQTH qu'on peut rien faire pour vous, qu'on peut pas aménager votre poste ou quoi que ce soit. La juste plus-value pour nous, en tout cas de la RQTH, c'est que nous, du coup, on va pouvoir faire appel à des dispositifs qui parfois sont particuliers et spécifiques, et du coup de solliciter aussi un financement particulier, donc l'AGFIP pour le secteur privé, le FIP pour la fonction publique. Et donc, du coup, ça va permettre de pouvoir financer tout en partie, les aménagements qui sont préconisés. Mais effectivement, le service de santé au travail va intervenir, laisser encadrer, et aussi pour les personnes qui ne sont pas reconnues. Enfin, voilà, il y a plein de dispositifs qui peuvent aussi rentrer dans ce cadre. Voilà, on espère qu'on ne vous a pas trop perdu avec tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Maintenant, la parole est à vous. Que ce soit sur le cas ou autre. Oui, madame. Bonjour. Oui. Vous m'entendez? J'ai du mal à comprendre médecin du travail et médecin conseil.
la différence entre médecin du travail et médecin conseil. Le médecin conseil, c'est le médecin de l'assurance maladie qui dit s'il va payer les indemnités journalières ou pas. Je résume. Hein. Le médecin du travail, lui, il a le droit d'aller dans l'entreprise, d'étudier les conditions de travail dans l'entreprise, d'étudier votre poste de travail et de mettre ça en balance avec votre état de santé. Le médecin conseil s'occupe bien évidemment de votre état de santé, mais ne connaît des conditions de travail que ce que le médecin du travail lui en dit. Il ne peut pas aller sur place vérifier. C'est ça. Et il peut mettre fin aux indemnités journalières, le médecin conseil, ce que ne peut pas faire le médecin du travail. C'est ça. Et en fait, le médecin du travail, c'est vraiment lié au suivi de l'état de santé, mais par rapport à l'activité, par rapport au poste, aux contraintes que ça va générer, en fait, les contraintes que vous allez avoir à votre poste de travail. Et c'est là que derrière aussi, il peut solliciter différents partenaires, que ce soit en interne au sein du service de santé ou du coup les partenaires externes. Est-ce que c'est un petit peu plus clair? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas qui a levé la main. Bonjour. Alors, j'aurais voulu savoir si la pension d'invalidité peut s'additionner avec une pension RQTH. Alors, c'est la H dont vous parlez, l'allocation adulte handicapé? Oui, c'est ça. Oui, je te laisserai pas. Alors, elle peut se cumuler, mais souvent la CAF fait prévaloir le droit commun qui est d'abord la pension d'invalidité. Ça dépend des périodes, je dirais. Si vous avez déjà une AH, il faut bien réfléchir avant de demander une pension d'invalidité. Et si vous n'avez pas d'AH, vous pouvez toujours la solliciter. Tout est possible, en fait. Hein, mais l'AH, ça reste quand même une prestation qui est différentielle. Ça veut dire qu'on va retirer toutes les autres sources pour vous la servir. D'accord ? Oui. On va déduire, en fait. Voilà. Vaut mieux, en fait, l'invalidité, enfin la pension d'invalidité, si je comprends bien. Alors ça, c'est très discutable parce que ça dépend de votre carrière, par exemple, puisque la hache, elle est plafonnée à peu près 1 000 € par mois. Si vous avez une carrière importante, vous pouvez avoir une pension d'invalidité plus importante avec une prévoyance. Donc ça se discute, c'est pour ça qu'on existe. Il faut venir nous voir pour qu'on fasse l'évaluation de tout ça, justement. D'accord, donc c'est vous qui pouvez voir effectivement lequel est le plus oui, adapté à votre situation. Voilà. Oui, absolument. Ah, très bien, merci. Madame aussi avait une question. Bonjour, alors moi-même je suis en arrêt de travail. J'ai bénéficié d'une reprise à temps partiel thérapeutique. Je suis au préalable allée voir bien sûr la médecine du travail pour une pré-reprise, il n'y a pas de problème. Et je suis aussi allée voir la CPAM du 37, la boulevard Édouard Vaillant, pour leur parler de l'essai encadré. Et ils m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas. Voilà. Vous avez été à l'accueil de la CPAM ? Bien sûr. Bon, alors sans l'accueil, on ne peut pas avoir accès à d'autres bureaux. Hein. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, l'essai encadré, c'est vraiment un dispositif assurance maladie, mais il faut savoir que les agents de l'accueil ne sont pas tous formés. Il y a beaucoup de turnover et il est possible, effectivement, qu'on vous ait répondu cela. Et la question, elle peut être reposée, effectivement, auprès des services de santé au travail, donc auprès du médecin du travail. Mais en tout cas, c'est pas étonnant qu'on vous ait répondu ça à l'accueil de la CPAM. Voilà. Maintenant, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui, parce que du coup, j'espère qu'on vous a un petit peu mieux expliqué les possibilités au niveau de l'essai encadré et la possibilité, en tout cas, de revenir vers nous, service social CARSAT, puisque c'est un dispositif assurance maladie, de façon à ce qu'on voit effectivement dans quel cadre on pourrait déclencher l'essai encadré dans votre situation. Donc, je vous propose... Non, mais je pense que pour moi, c'est trop tard. J'ai repris. Ah, et oui. Vous avez repris, oui. On a tout vu, on a tout fait grâce au médecin du travail. Ah bah tant mieux. Voilà. Il est content, Jacques. Non, mais c'est vrai. J'ai été très bien reçue et il a pris le temps. Et c'était Jacques ? Non. Ah non, parce que bon, sinon, il faut lui dire. Non, mais je ne suis pas tout seul à la médecine du travail. Hein. Pour ne pas le nommer, c'est le docteur Bourgeois. Voilà. Ok, je lui transmettrai. Oui, vraiment très bien. Voilà. Mais c'était pour... Mon employeur était surpris, enfin le RH en emploi, était surpris que la CPAM ne connaisse pas l'essai encadré.
Bon, ah bah voilà. si votre employeur en plus connaît l'essai encadré, c'est moi Non, qui il suis en avait surprise. juste entendu parler. Ah ben très bien. Alors, Mais il ne connaissait pas les tenants et les aboutissants, moi non D'accord. plus. Donc il m'a dit, ça nous intéresse aussi, parce qu'après Oui. tout, je ne suis pas toute seule Alors après, dans l'entreprise. Si vous me dites que vous avez fait un temps partiel thérapeutique, Oui. peut-être que l'essai encadré n'était pas nécessaire dans votre situation, Voilà. puisque le temps partiel thérapeutique, c'est aussi une possibilité de reprise progressive à votre poste. Donc ça peut très bien suffire. Là, c'est vrai que dans le cas concret, on a présenté le dispositif de l'essai encadré pour qu'on puisse en échanger et vous le présenter, mais ce n'est pas toujours déclenché, ce n'est pas toujours nécessaire. Et le temps partiel thérapeutique peut permettre aussi de mettre en place des aménagements de poste. Et je vois C'est ce qu'on a fait. que Séverine a pris le micro, donc je pose le mien. Merci Nora. Non, c'est juste pour vous dire aussi que ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que l'essai encadré, je vous rappelle, on parlait d'anticipation. Pour le coup, l'essai encadré, il faut drôlement l'anticiper. Parce que du coup, il faut s'assurer que la personne puisse encore continuer ses IJ pendant la période qu'on programme. Il faut que l'employeur soit d'accord. Il faut définir un plan, c'est-à-dire comment on voit, comment il s'exécute, sur quel temps de travail, qu'est-ce qu'on lui fait faire, tout ça. Nous, il faut anticiper s'il y a du test de matériel. Il faut mettre les fournisseurs qui arrivent le jour même de là où la personne arrive. Donc voilà, c'est tout un tas de choses. Et en plus, quand on a quand même défini un peu tout ça, il faut qu'on ait la validation du médecin conseil. Et avant, on a dû aller recueillir la signature du médecin traitant, du médecin du travail, de l'entreprise d'accueil et de la personne. Oui, et donc... tout ça doit être validé par le médecin conseil, par la cellule. Par une évaluation de l'assistance sociale. Une évaluation de l'assistance sociale et... Alors pas par la cellule, on va effectivement en interne, nous, à la CEPAM, faire passer le dossier au médecin conseil pour validation. Donc quels que soient les dispositifs qu'on va déclencher durant l'arrêt, de toute façon, ça passera par la validation du médecin conseil. Oui, donc... Parce que, comme vous le disiez, Jacques, tout à l'heure, en fait, le médecin conseil est aussi là pour pouvoir conseiller et surtout mettre fin ou non aux indemnités journalières. Donc ça passe forcément par lui, puisque c'est un dispositif qu'on déclenche durant l'arrêt. Oui, donc quand vous dites anticiper, est-ce qu'on peut le quantifier ? Nous, on se dit que c'est 1 mois minimum. Oui, d'accord. Pour être sûr, c'est-à-dire que pour être sûr qu'on fasse bien du bon travail, qu'on ne soit pas précipité, qu'on ait assez de temps dans nos agendas respectifs ou autres, on conseille 1 mois minimum. Et franchement, si c'est 2 ou 3, c'est mieux. Ok. Personnellement. Merci beaucoup. Voilà, du coup j'ai oublié. C'est aussi, oui, c'est validé par le médecin conseil parce qu'il doit valider quand même que votre état de santé vous permet, même dans le cadre d'un essai encadré, de refaire une partie de l'activité. Et du coup, pour compléter aussi, dans votre situation, madame, vous auriez pu, du coup, avec le médecin du travail, en parler de l'essai encadré, et le médecin du travail aurait pu aussi faire, du coup, la démarche auprès des différents services pour obtenir les accords, ou il aurait pu orienter vers notre service social. Et du coup, peut-être que Elsa, tu veux détailler un petit peu ? Nous aussi, en fait, on peut mettre en place l'essai encadré au service social de la PST 37. Bien évidemment, il y aura toujours un passage par la CPM puisque c'est les décisionnaires. Mais donc voilà. En tout cas, c'était aussi pour rajouter qu'on est aussi là pour vous soutenir pendant ces périodes difficiles et que là, aujourd'hui, même si vous ne retenez pas tout et vous ne comprenez pas tout, ne pas hésiter à venir nous solliciter. On vous réexpliquera les choses en cas de besoin. En fait, vous avez compris là que quel que soit l'interlocuteur que vous allez contacter en premier lieu, on est bien évidemment tous susceptibles de vous accompagner dans votre arrêt de travail, dans votre problématique de santé et dans les différents dispositifs qui existent, parce que quel que soit l'interlocuteur, on est bien au courant des dispositifs. Donc voilà, je pense que aussi ce qu'il faut retenir, c'est que quand une personne est en arrêt et qu'elle a conscience que le retour va être difficile, qu'elle se pose des questions sur son maintien en emploi, sur son poste de travail, l'essentiel, c'est qu'effectivement, le plus précocement possible, vous puissiez en parler à un interlocuteur. Votre interlocuteur, ça peut être également le médecin traitant. Et que vous puissiez être orienté, quel que soit le service là autour de la table,
parce qu'on travaille en complémentarité et qu'on saura vous guider sur les démarches à suivre. On sait aussi qu'un arrêt de travail, ça peut être aussi compliqué d'un point de vue des ressources. Et sachez qu'on a les possibilités de déclencher des aides pour payer des factures, des aides au loyer, quand vous avez des dettes de loyer également. Donc ça aussi, c'est un dispositif à l'assurance maladie qu'on peut déclencher auprès de l'action sanitaire et sociale, parce que quand on est en arrêt, on peut avoir une diminution de ses ressources via les indemnités journalières. On peut aussi vous accompagner à déclencher, donc, comme on vous l'a dit, les prévoyances et différentes assurances, notamment l'assurance qui peut concerner l'accession à la propriété. Voilà, donc n'hésitez pas à venir vers nous, quelle que soit votre problématique. On saura vous accompagner au mieux. Il n'y a pas de mauvaise porte. Oui, merci pour bonjour et merci pour ces éléments. J'ai une question aussi sur la RQTH. Est-ce que l'aide, elle est principalement ergonomique ou est-ce qu'il y a d'autres possibilités d'accompagnement dans l'aménagement de poste, etc. Est-ce que ça peut jouer aussi par rapport au temps partiel thérapeutique? Et est-ce que la RQTH assure une certaine sécurité de l'emploi? Alors, beaucoup de questions. Alors, si j'en oublie une, faut me le rappeler, d'accord. La RQTH, elle va vous aider effectivement principalement pour les aménagements de poste, déjà pour nous, parce que du coup on va être gratuit, et pour vous et pour votre employeur. Mais effectivement, après, il y a d'autres choses. Quand on monte un dossier de MDPH, il peut y avoir aussi d'autres prestations qui sont liées au handicap. Vous pouvez avoir besoin d'aide aussi financière dans le cadre de votre vie privée ou quoi que ce soit. Là, le mieux, c'est d'aller se renseigner à la MDPH. Ils vous diront ça mieux que moi. Mais effectivement, par contre, moi, dans le cas de l'entreprise, c'est que ça vous donne accès à certaines aides qui peuvent être débloquées pour vous, pour votre employeur, par rapport à ça. Mais concrètement, ça n'a pas valeur de ressources financières pures. C'est vraiment plutôt pour aider. Il y a certaines aides après aussi d'État qui sont mises en place pour effectivement indemniser l'employeur quand il y a ce qu'on appelle perte de productivité. J'aime pas trop ce mot, mais c'est comme ça, ou que la personne a besoin d'aide, un tutorat renforcé, le temps de surprise. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent se mettre comme ça en place. Ça, c'était 2 questions. Est-ce que j'en ai oublié une ? Sur la sécurité de l'emploi, alors je ne sais plus, parce qu'il y a eu des changements, mais il me semble que vous devenez quand même un petit peu salarié protégé, mais je ne suis pas sûre. Là, j'ai vraiment un doute, je dois vous avouer que ça a changé, parce que je crois que maintenant, c'est plus que ça l'était pendant un moment, mais je crois que ce n'est plus le cas. J'ai une dame devant, peut-être qu'elle s'y connaît bien, qui a dit non. Alors on lui a dit que non, donc non, voilà. Mais sinon, voilà, de toute manière, même si vous aviez le statut, ça n'empêche rien quand même. Donc, ça n'empêche pas un licenciement. C'est ça. Voilà, ça ne vous protège pas d'un licenciement. Vous n'avez pas forcément l'obligation d'en informer votre employeur. Et si alors bien évidemment, c'est discriminatoire et on ne peut pas vous avancer l'idée que vous soyez licencié parce que vous avez une reconnaissance de travailleur handicapé. C'est complètement interdit. Par contre, si vous n'êtes pas compétent sur votre poste, ce n'est pas parce que vous avez la RQTH que ça va vous protéger d'un quelconque licenciement pour inaptitude ou autre. La seule obligation que l'employeur a avant de licencier un travailleur handicapé, c'est de prendre l'avis de son CSE. C'est juste un avis consultatif, c'est tout. Je me disais bien qu'il y avait un truc, mais je n'arrivais plus à me souvenir. C'est ça. Donc voilà. Oui. Bonjour à tous, merci pour ces éléments. Alors moi, je me sens très novice par rapport à vos différentes entités. J'ai beaucoup de mal à comprendre l'interaction entre les différents acteurs. Donc une première question serait, existe-t-il des infographies ou des sites vulgarisant l'ensemble de vos actions ? Étant spécialiste en accompagnement professionnel carrière, je suis perdue pour comprendre les différents types de médecins et à quelle porte faut taper en premier. Et on a beaucoup parlé des personnes qui étaient donc en situation d'emploi. Moi, j'ai enchaîné CDDU et auto-entrepreneuriat. Je n'ai été aidée par personne, je n'ai été sollicitée par personne et je n'ai eu des réponses de personne.
Donc j'ai repris du travail parce que sur le marché du travail, dire qu'on est en RQTH ou en mi-temps thérapeutique ou tout simplement en une diminution, puisque c'est l'appréciation que l'on a dans les entretiens quand on est jeune et qu'on a un cancer. Qu'est-ce qu'il existe ? Chez France Travail, on m'a dit que c'était pas leur boulot. Qu'est-ce qu'il existe pour nous aider à trouver du travail ? J'ai envie de travailler. Je n'ai pas envie de solliciter des indemnités, j'ai envie de travailler. Qu'est-ce qu'il existe ? Alors, nous, donc je dis bien Cap Emploi parce qu'effectivement c'est un peu compliqué, nous on va pouvoir intervenir que vous soyez de la fonction publique, du secteur privé, auto-entrepreneur, travailleurs indépendants, travailleurs libéraux, quoi que ce soit. Et ou dans le domaine aussi agricole, ce qu'on appelle chez nous les TNS, les travailleurs non salariés. Pour nous ça n'a pas d'importance l'accompagnement, tout va dépendre de ce que vous avez besoin et c'est toujours le lien, nous, avec l'emploi qui va être fait. Mais effectivement, si dans votre entrepreneuriat il y avait des choses à mettre en place, en termes d'aménagement, que ce soit organisationnel ou technique ou autre, ça pourrait. C'est difficile de dire ça comme ça parce qu'en fait, il faut faire. Pour France Travail, par contre, donc maintenant, on est avec eux, on a eu un rapprochement et maintenant, ils ont ce qu'on sait, on travaille dans un lieu unique d'accompagnement, ce qu'ils vont appeler les LUA. Et en fait, nos chargés de mission vont dans les locaux de France Travail pour accueillir les gens, pour éviter voilà, pour se dire voilà, il y a un lieu unique d'accueil et au moins on peut répondre à vos questions. C'est là où effectivement la problématique, c'est que c'est pas parce que les personnes sont reconnues ou qui ont des difficultés de santé qui peuvent être accompagnées par nous, parce que on n'est pas assez nombreux, on ne va pas se leurrer. Mais du coup, maintenant, les conseillers aussi de France Travail ont une connaissance. Ils ont créé ce qu'on appelle des teams handicap, où justement, ils accompagnent un portefeuille de personnes en situation de handicap, voilà, plus important. Et ils sont en lien avec nous. Là-bas, on va être appelé expert handicap et on va pouvoir les accompagner effectivement pour définir la compensation, pour voir quelles sont les choses à mettre en place pour justement retrouver un travail, soit en refaisant un projet professionnel, soit en voyant comment cibler par rapport à votre état de santé, qu'est-ce qu'il faut mettre en place et qu'est-ce qu'il faudrait avoir. En fait, les solutions que vous proposez, elles sont uniquement à l'initiative du malade ou de la personne qui est en retour à l'emploi. À quel moment les acteurs étatiques, à quel moment les acteurs locaux, à quel moment les employeurs, à quel moment les acteurs du monde du travail, hors vos spécificités, enfin vos organismes spécifiques, s'organisent pour accueillir aussi la maladie dans l'entreprise ? Est-ce qu'il existe des choses ? Est-ce qu'il existe des collectifs ? Et est-ce qu'il existe des représentations patronales qui prennent ces questions en compte ? Alors nous, on va intervenir... Pardon. Je me présente Marie Pressé, je suis directrice de la Ligue et nous, en effet, dans le cadre de l'accompagnement, donc on fait de l'accompagnement pour les personnes malades, mais il y a une réelle problématique, comme vous dites, au niveau économique et au niveau de l'employeur. Et ils sont un petit peu dépourvus de solutions, aussi bien de solutions physiques, comment se comporter face à un salarié atteint de cancer, comment se comporter face à l'équipe, quel discours avoir, etc. Et nous, on propose dans le cadre, en partenariat aussi avec les services sociaux de la CARSAT et la PST 37, on propose un programme qui s'appelle Ligue Entreprise et pour lesquels on propose aux entreprises, mais qui viennent vers nous, on pourrait faire de la prospection, mais on a la même problématique, on n'est pas assez pour aller au-devant, mais quand ils expriment un besoin de faire évoluer la problématique cancer au sein de leur entreprise et d'informer les salariés, les managers, etc. On propose ce programme-là qui comprend 2 volets. Un volet prévention, où là, on va être sur la prévention des risques primaires, etc. Et un deuxième volet qui concerne tout ce qui est retour et maintien dans l'emploi, où là, on a plusieurs outils, dont un qui fonctionne très bien, qui est la sensibilisation à la formation des managers. Souvent, c'est compliqué de les sensibiliser, les managers, les équipes RH, les dirigeants d'entreprise. Donc ils arrivent un peu, comme je dis, avec les épaules hautes en disant non, moi ça va être une matinée où je vais rien apprendre. Et cette sensibilisation-là est faite pas par moi, mais par notre psychologue clinicienne et notre assistante de service social. Et c'est parce que ça fait, il y a beaucoup de gestion des émotions et ça fait après soulever certains problèmes qui après, ils sachent vraiment comment faire quand ils ont le cas au sein de l'entreprise. Donc ça se développe plus en plus. C'était à la base un programme qui était spécifique pour les TPE, PME. Et on se rend compte qu'on a des très grandes entreprises qui font appel à nous. Même avec une infirmière du travail ou autre, parce que souvent, ils sont dépourvus de solutions à mettre en place.
comme vous le voyez, nous travaillons en partenariat. Il y a beaucoup de portes auxquelles frapper et vous êtes complètement perdu, vous ne savez pas où frapper. Peu importe, vous frappez à la mauvaise porte, et ben on vous orientera vers la bonne. Moi, je vais juste continuer et après je laisse pour la question, pas de souci. Hein. Nous, on va organiser aussi, alors tous ensemble, en plus souvent les partenaires participent, et puis soit on va organiser des choses envers les employeurs, ce qui est d'ailleurs dans notre to-do list pour 2026. On prépare des événements. Nous, on organise un forum recrutement où les employeurs, ce n'est que pour des personnes qui sont en situation de handicap. Donc les employeurs le savent puisqu'ils viennent à ce forum pour ça. On vient de fêter nos 10 ans, c'était le 3 mars. Et on va organiser à toutes les semaines pour l'emploi des personnes européennes, pour l'emploi des personnes en situation de handicap, ce que nous on appelle la SEPH. On organise tous les ans à minima au moins une action pour nous dans nos locaux. Maintenant, ils en font une aussi dans pratiquement chaque LUA, donc ce que j'appelle les LUA, c'est les France Travail, avec nos collaborateurs bien évidemment. Et en fait, dès qu'on peut, on va faire des sensibilisations en entreprise. Je pense qu'effectivement, la médecine du travail, quand elle a aussi connaissance des entreprises, elle leur diffuse aussi le message. Pareil, en fait, dès qu'on peut, on essaye. Après, effectivement, je comprends, on les invite. Après, ils ne viennent pas toujours, ils n'ont pas toujours le temps, malheureusement. Oui. Moi, j'ai une question également. En fait, quand on a repris, que tout s'est mis en place, il n'y a pas de souci, mais qu'on a quand même quitté par rupture conventionnelle et qu'on est en recherche actuellement, est-ce qu'on a la possibilité de revenir, après plusieurs mois, sur un schéma de reprise à temps partiel? Après une rupture conventionnelle? Ah ben, ce sera un contrat à temps partiel et un salaire à temps partiel. Oui, c'est ça. Mais après, une fois qu'on a rompu... Alors, si vous êtes réembauché, le médecin traitant peut déclencher un temps partiel thérapeutique quand il veut. Hein. Ah oui, on peut revenir avec ce temps partiel identique. Enfin, à partir du moment où le nouvel employeur est OK, bien sûr, mais on a quand même ce droit est maintenu. Et jusqu'à... Il y a un délai ou comment ça marche, en fait? Alors, il n'y a pas de délai. Mais si le médecin conseil m'entend, il va me dire « Oula, qu'est-ce que tu dis ?» Donc, il n'y a pas forcément de délai, mais en fait, l'objectif du temps partiel thérapeutique, c'est vraiment la reprise progressive au travail. Oui. Et c'est pour ça que dans le cas concret là qu'on vous a présenté, à un moment donné, quand on se rend compte que même le temps partiel thérapeutique ne répond plus, ou en tout cas qu'on se rend compte que c'est plus possible de reprendre à temps plein, c'est là où l'invalidité peut être évoquée avec le médecin traitant à un moment donné. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire que le temps partiel, c'est pour vous permettre une rééducation professionnelle sur votre poste. Mais si on se rend compte que finalement, la rééducation professionnelle à temps plein n'est pas possible, il faudra effectivement déclencher un autre dispositif. Oui, donc, c'est vraiment provisoire. Oui, d'accord. Mais dans le cadre du retour, c'est possible d'avoir les mêmes droits que quand on est parti? Alors, en tout cas, oui, c'est pas... Voilà. Enfin, c'est ça vous pouvez... le médecin traitant peut prescrire à tout moment un temps partiel thérapeutique à partir du moment où l'employeur est d'accord. D'accord, merci. Alors, c'est ce que je viens de dire. Il n'y a pas de durée. Mais il faut qu'à un moment donné, on se saisisse de ce temps partiel thérapeutique. Attends, excuse-moi. Mais du coup, voilà, j'ai envie de vous dire que au-delà des 6 mois, sur un temps partiel thérapeutique, le médecin conseil peut effectivement se poser la question de savoir s'il est toujours justifié ou pas. Et si effectivement la question se pose, il appellera le médecin traitant. Voilà, les médecins conseils échangent avec les médecins traitants, puisque c'est le médecin traitant qui prescrit. Mais par exemple, moi j'ai bénéficié pendant 6 mois, et en fait c'était pas lié au poste, c'était lié aux personnes. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Les caractères, quand on revient et que la direction générale a changé, on ne s'est pas choisi. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai tenu 6 mois, mais du coup, j'ai préparé une rupture. Parce que sinon, on est toujours dans porte-à-faux. Si effectivement les équipes managériales ne sont pas préparées, eux, ils ont une entreprise à faire tourner. Alors, ça aurait pu être une inaptitude. Enfin, là, je ne vais pas me prononcer. Mais effectivement, voilà. Mais on a trouvé ça d'accord. Je ne sais pas si j'ai actuellement la parole, mais en tout cas. Il y a d'autres questions.
Je voulais rajouter quelque chose pour la dame. Je voulais juste, madame qui est en rose, vous rajoutez quelque chose. Vous pouvez à tout moment demander aussi le bénéfice d'une pension d'invalidité, que vous soyez demandeur d'emploi ou dans un nouvel emploi. Voilà, même si vous sentez que vos capacités sont diminuées d'au moins 2/3, il faut faire la demande. Hein. Et vous verrez ce qu'on vous répond, ce que le médecin conseil décide. Ça vous permettra d'avoir une pension catégorie 1, par exemple, et de l'accumuler avec France Travail, le temps que vous trouviez un nouvel emploi. Et ça fera la reconnaissance de votre difficulté à travailler à temps plein. Oui, bonjour. Alors moi, je suis agent territorial. Et du coup, je dépends du CDG, du centre de gestion. Donc pour le médecin conseil, je suis passée au stand de tout à l'heure. J'ai bien compris qu'en fait, le médecin conseil, c'était au niveau du centre de gestion. Donc non. Si. Enfin, c'est votre médecin du travail qui est affilié. Mais le médecin conseil, normalement, il doit dépendre de la fonction publique et donc de la MGEN, si je ne dis pas de bêtises. Vous dépendez de ça? Le centre de gestion, c'est des médecins du travail uniquement. Médecins du travail. D'accord. Les médecins conseils, donc c'est ce que j'ai mélangé du coup. Sauf que comme vous êtes dans la fonction publique, vous n'êtes pas du régime général et donc vous ne dépendez pas de la CPAM CARSAT en fait. Ça, et c'est là où je dis que normalement c'est la MGEN. D'accord, oui. Il me semble. Et c'est eux du coup, et avec leurs procédures, ils ont des procédures qui peuvent être très particulières aussi. Qui sont très longues. Aussi. Où les informations, c'est pas facile de les avoir, je vous l'accorde. Mais il faut toujours aller leur demander et le centre de gestion est là normalement aussi pour vous aider dans justement cette démarche et pour vous renseigner. Donc je peux effectivement prendre directement contact avec eux. Moi j'ai un dossier qui est en cours depuis le mois d'août et j'ai pas de nouvelles en fait. Depuis août l'année dernière. Et j'ai pas de nouvelles. Ah. Oui, c'est oui. Puisque moi j'espère pouvoir reprendre au 1er septembre. Et là la réponse qu'on m'a donnée c'est qu'en fait il faut que j'attende d'avoir un rendez-vous avec le médecin du CDG pour... Alors, ça va être le médecin du travail, effectivement. Le médecin du travail. Ouais, là, ça va être très long. Faut relancer. Le CDG a très peu de médecins du travail et il me semble qu'à un moment, ils n'en avaient même plus du tout. D'accord. Alors, des fois, ils vont sous-traiter, gentiment, ils vont demander du renfort à la PST. Mais c'est vrai que dans la fonction publique, pendant un moment, il y avait une pénurie en fait, aussi de médecins de prévention à l'époque, on les appelait même. Et puis je reviens sur le mi-temps thérapeutique, où vous dites qu'en fait, le mi-temps thérapeutique, il peut être... la durée peut être, Alors, moi, le mi-temps thérapeutique, il est que de 1 an. C'est ça, c'est la fonction publique. Oui, effectivement, le temps partiel thérapeutique pour la fonction publique, c'est 1 an. Mais on est vraiment hors cadre de la législation assurance maladie. D'accord. Voilà, mais je pourrais pas développer parce que j'ai aucune connaissance effectivement des accompagnements proposés dans la fonction publique, mais c'est une différence que je connaissais effectivement. Oui, c'est tout à fait. Après, il y a parfois un dispositif qui est mobilisable, mais je ne sais pas si c'est par les 3 fonctions publiques parce qu'elles ont vraiment des régimes particuliers entre elles et on ne peut pas être connaisseur de tout. Mais il y a aussi des congés longue maladie fractionnés en fait. Et qui permet des fois un peu de réduire son temps de travail parce qu'en fait, vu que vous revenez travailler, en fait, ça réalimente un petit peu indéfiniment. Moi, je sais qu'une fois, c'était justement une institution sociale en plus de la fonction publique qui, du coup, avait mis ça et qui m'en avait parlé. Et voilà, moi, c'est la seule chose que je peux conseiller, au moins de vous renseigner. Après, je ne garantis pas exactement ce que c'est. Merci beaucoup. Je vais vous quitter, je m'excuse. Merci à vous. C'est bon la question. Merci. Bonjour. Alors moi, je vais intervenir peut-être un petit peu différemment. J'ai rencontré les personnes de la PST 37 ce matin pour peut-être apporter une forme d'information différente qui est en cours. Moi, je suis consultante en bilan de compétences et je fais partie d'un protocole. J'en parle aujourd'hui parce que j'étais tenue au secret professionnel à la confidentialité pendant plus d'1 an. Je fais partie d'un protocole en fait expérimental avec la Pitié-Salpêtrière à Paris, l'Université des patients, l'UDP, et la chaire des vulnérabilités, et une personne qui s'appelle Catherine Tourette-Turgis, qui est donc une psychosociologue qui a travaillé avec des personnes qui ont eu le sida dans les années 80
on est en train de mettre en place un bilan de compétences spécifique pour les personnes qui ont ou ont eu un cancer, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. L'expérimentation va démarrer là au mois d'avril. On a eu, ça concerne 30 personnes qui ont été. C'est une expérimentation nationale. L'idée étant, c'est encore en cours, mais l'idée étant ensuite de pouvoir nationaliser, n'importe quoi, labelliser, pardon, ce dispositif. Et pour répondre aussi par rapport à Madame, votre question partiellement, moi, parmi les choses que j'aimerais faire, bien sûr, pas toute seule, c'est pour ça que j'aurai besoin de partenariat, j'aurai besoin de rencontrer les différents acteurs que vous êtes à un moment donné. Ce sera de pouvoir développer, de le faire savoir, parce que ce sont vraiment des outils spécifiques, c'est-à-dire que l'idée, on ne peut pas, quelqu'un qui a eu un cancer, on intervient sur toutes les sphères, c'est-à-dire on intervient sur la sphère psychique, sur la sphère existentielle, sur la sphère familiale, sur la sphère sociale, sur la sphère du travail, et reprendre un travail après avoir eu un cancer, ça ne s'inscrit pas nécessairement dans une continuité. On peut, et d'ailleurs souvent, moi j'ai déjà accompagné des gens qui ont eu un cancer, pas de manière, avec mes outils à moi, mais là on est en train vraiment de les théoriser, de les labelliser, de les mettre en pratique, on va les expérimenter. Souvent, les priorités, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, changent radicalement. Le rapport à soi, le rapport à ce qui est important, le rapport à la vie, le rapport au temps, enfin... Beaucoup de choses bougent. Donc effectivement, tous ces dispositifs-là sont importants. Et l'idée aussi, c'est effectivement d'aller faire un travail très fort de sensibilisation auprès des employeurs. Tout ça est en cours de construction, donc j'espère que ça peut apporter. J'ai eu l'autorisation de pouvoir en parler aujourd'hui, j'ai pas le droit encore aujourd'hui d'en dévoiler les outils puisque ce sont des choses qui sont en cours d'eux, mais l'expérimentation se terminera fin 2026. L'idée, c'est qu'effectivement, ça puisse être après à disposition ce dispositif de gens qui seront bien évidemment formés pour accompagner spécifiquement les gens qui ont eu un cancer, ou peut-être que ce sera aussi élargi aux personnes qui ont des pathologies longues ou en tous les cas des pathologies lourdes. Mais ça semble important de dire qu'il y a des choses qui se font aussi de ce côté-là, qui sont aussi porteuses d'espoir, ce sont des choses qui sont en cours. Donc les gens qui pourraient être, qui veulent avoir plus de renseignements, de ne pas hésiter à venir me voir, même à l'issue de cet atelier. Et effectivement, je ne ferai pas moi toute seule. Nous sommes 10 consultants en France aujourd'hui à être formés et à avoir fait ces workshops. Donc ça me semblait important. L'idée aussi, ce que j'expliquais au monsieur médecin du travail, au médecin conseil, je ne sais plus. Médecin du travail. Médecin, excusez-moi, que je ne surtout pas, même pour moi, c'est encore parfois, je suis encore un peu parfois dans la confusion. Je ne sais plus ce que je disais. Voilà. Oui, non, l'idée, c'est vraiment, c'est quelque chose de complètement inédit sous cette forme-là. Je sais qu'a priori, leurs travaux intéressent beaucoup les Canadiens aussi. C'est vraiment des choses qui, c'est quelque chose en tous les cas de très sérieux. On est dans un cadre de protocole de recherche. C'est mené par une chercheuse et toute une équipe. L'université, si vous allez voir sur le site de l'Université des patients, elle a créé ça, cette femme, il y a 10 ans. Il y a des DU thérapeutiques. Enfin, n'hésitez surtout pas à vous renseigner, voir tout le travail qui est fait autour de ces questions-là, cancer et travail. Catherine Toret-Turgis et Marilyn Rébillon sont vraiment des personnes de référence à ce niveau-là. Donc c'est important aussi il n'y a pas que Paris. Donc moi l'idée c'est justement, j'habite à Tours, c'est de pouvoir un petit peu aussi essayer de communiquer là-dessus et une fois que ce sera possible, bien évidemment, de pouvoir le décliner et de pouvoir faire du mieux qu'on peut, même en partenariat avec la Ligue, pour aller effectivement auprès des entreprises, parce que le cancer aujourd'hui c'est 433 000 personnes par an, enfin je veux dire de plus en plus jeunes, il y a quelque chose vraiment à briser aussi du côté des tabous. C'est aussi pour ça d'ailleurs que c'est très bien que ce genre de journée existe. Donc c'était une intervention un peu différente, mais qui me semble... Mais merci. Et effectivement, j'attends la petite carte de visite après. Je passerai vous voir, oui, tout à fait. Pour les personnes qui sont en fin de carrière, qui vont approcher, on va dire, des 65 ans et peut-être approcher de la retraite, Monsieur Bourgeois a parlé justement peut-être d'un cumul emploi-retraite ou retraite progressive ou quelque chose qui pourrait exister.
Alors, souvent, effectivement, parfois, on va parler de la retraite progressive. La CARSAT peut-être saura mieux en parler que moi, parce qu'en fait, il y a beaucoup de conditions. Ça change en fonction des années, des régimes ou quoi que ce soit. Moi, dernière nouvelle, la retraite progressive, elle est valable pour tout le monde. Après, c'est des questions de combien, en fait, vous percevez. Âge, trimestre déjà acquis, voilà. etc. Et c'est ça que je ne maîtrise pas du tout pour le coup. Donc c'est plus la CARSAT avec qui il faut prendre rendez-vous. Il faut faire le 3960. Vous allez tomber sur la CARSAT Centre Val-de-Loire à Orléans et c'est elle qui vous proposera un rendez-vous sur Tours, à une agence de Tours. Concernant votre question, alors vous parlez de 65 ans, c'est ça ? Oui, dans mon cas, ce serait 65 ans même et 9 ans. Et 9 mois, pardon. D'accord. Par exemple. Bon, après, à voir quelle minoration éventuelle je peux accepter. Alors, vous avez accès à Internet parce que vous avez mon compte retraite.fr. Ça, je l'ai. Donc, vous avez une simulation, vous avez accès aussi à votre relevé de carrière. Vous pouvez simuler votre départ à la retraite en fonction de votre âge. Ça, c'est fait. C'est fait. Donc, vous avez une idée déjà. Oui, mais est-ce que je me sens capable aujourd'hui, même à temps partiel thérapeutique, de continuer jusqu'à 65 ans et 9 mois ? Voilà. C'est la question que je me pose. Physiquement et puis intellectuellement, parce qu'il ne faut pas se leurrer, les traitements subis affectent quand même les facultés cognitives. Moi, je ne le pensais pas, mais si. Donc, si ça doit me mettre en état de stress, et puis pour l'employeur, ça ne va pas lui convenir non plus, parce qu'il avait l'habitude avec moi d'un certain rythme de travail. Là, j'ai repris, mais je me rends bien compte que de toute façon, ce rythme, je ne peux pas le tenir. C'est sûr. Alors, donc, on en parle, heureusement, mais... C'est l'invalidité. Si vous avez moins de 62 ans, la retraite progressive, ça peut être aussi effectivement une solution à partir de 62 ans. J'ai plus. Non, alors... Voilà, pas d'invalidité. Oui, l'invalidité, c'est trop tard. Mais par contre, vous pouvez demander une retraite pour inaptitude au travail qui permet d'avancer l'âge de la retraite et d'avoir le taux plein. Donc ça, c'est une demande de retraite classique, augmentée d'un certificat médical que vous faites remplir par soit votre oncologue, soit votre médecin traitant. La CARSAT demandera ensuite au médecin conseil de valider que vous n'avez pas pu continuer votre carrière jusqu'au bout, jusqu'à 65 ans ou 67 ans, je ne sais pas, parce que du fait de votre état de santé. Et vous aurez donc le taux plein, ipso facto, si le médecin conseil le valide. Voilà. Alors ça, il y aura toujours des trimestres qui ne seront pas cotisés, peut-être, mais vous aurez une retraite qui sera un tout petit peu minorée, mais beaucoup moins que si vous n'aviez pas le taux plein. Mais oui. Donc vous avez la possibilité de demander la retraite pour inaptitude au travail. D'accord. Mais je vous engage à faire le 3960 ou à venir nous voir. Nous, le service social CARSAT, oui, ou les France Services aussi peuvent vous aider dans vos démarches de retraite. D'accord, merci beaucoup. Alors, moi, je vais juste compléter, mais ça ne serait pas forcément, c'est que si, malgré tout ça, vous ne pouvez pas et il faut garder votre poste et que c'est compliqué parce qu'effectivement, comme vous dites, il peut y avoir des conséquences un peu cognitives qui fait que voilà, on va pas exécuter la tâche aussi vite parce que du coup ça demande plus aussi de concentration, de tout ça. Donc c'est là où nous on va pouvoir venir aider déjà pour s'assurer de mettre certaines choses en place pour pouvoir un petit peu compenser ou essayer de trouver d'autres méthodes de travail pour ça. Et puis, si le cas échéant, malgré tout, il y a quand même, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on appelle un peu la perte de productivité ou un tutorat renforcé et tout ça, ça peut permettre à l'entreprise de quand même effectivement vous garder et de combler un peu financièrement le fait que vraiment il prend vite. Mais ça ne sera pas la possibilité de diminuer votre temps de travail par contre. Mais peut-être moins stressé de se dire que du coup les objectifs en tout cas sont plus ou moins réduits parce que du coup c'est avéré qu'il y a ce qu'ils appellent la perte de productivité. Mais voilà, juste pour dire, ça peut aider des fois aussi en attendant. Vous êtes basé que dans le 37 ou dans le Val-de-Loire? Cap Emploi? Oui. À Cap Emploi, vous en avez un par département. Parce qu'en fait, on est tous... non, il y en a un département, je crois, qui n'est pas associatif, mais sinon, on est tous des associations. On s'appelle tous différemment, en fait. Mais c'est nos financeurs, la GFIP et le FIP, dont je vous parlais tout à l'heure, qui nous financent. Et du coup, ils ont mis le label Cap Emploi afin que, justement, ça soit reconnaissable par les employeurs et les personnes, même si elles déménageaient ou quoi que ce soit.
Donc il y en a un par département. Nous, c'est le 37. Saint-Cyr-sur-Loire, en face de France Travail, c'est pas très loin du Auchan, Saint-Cyr. Vous appelez, on vous expliquera en fonction de vos cas, de ce que vous demandez, et puis on étudiera la situation avec vous. Ça a suscité beaucoup de questions, c'est très bien. On arrive au bout. Je ne sais pas si vous, intervenants, vous aviez d'autres choses à rajouter ou vous avez terminé. En tout cas, ça... Non, on n'a rien à rajouter. On voulait vraiment vous remercier pour vos questions, pour votre invitation. Et j'espère qu'on a répondu à minima à vos questions. Et s'il y a 2-3 questions, on est aussi prêt à les prendre. Mais merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous. Et vous pouvez les retrouver sur le stand également de la PST, où ils sont présents toute la journée. Et puis voilà, nous, n'hésitez pas aussi à revenir vers la Ligue. Nous, on les connaît tous bien maintenant, et Cap Emploi, on va se revoir prochainement, je pense. Voilà, donc il ne faut vraiment pas hésiter à revenir vers nous, vers notre assistante sociale, parce qu'on travaille main dans la main. Voilà, merci à vous. Au revoir.